Donc là, je vais vous faire un petit talk et le but, donc, c'est de voir un peu. On va voir un peu du Perl et l'objectif, ça va être surtout de voir un peu la syntaxe, etc. Donc on va pas rentrer dans des projets en Perl ou dans des trucs un peu spécifiques. On va surtout s'axer sur la syntaxe, sur les bases, vraiment sortir un peu de la zone de confort hein, de JavaScript et découvrir un peu ce qui se fait en Perl, quoi. Du Perl. Voilà. Donc on va revoir un peu les... Bon, on va commencer un petit peu par les bases, hein, tout ce qui est variable, etc. Donc en Perl, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas... il n'y a pas de notion de number, string, tout ça. On va parler quasiment intégralement de scalar. Si tu peux... c'est quasiment bah, dans tous les... C'est comme en JavaScript, en fait, il y a un mode strict et un mode warnings. Quasiment obligatoire quand on développe sérieusement, de les importer, enfin de les utiliser dans chaque code qui vont nous... Ouais. parce que sinon, d'ailleurs, enfin en Perl, c'est très violent parce que le strict, par exemple, il va nous faire chier pour les déclarations de variables, les points-virgules, enfin pour beaucoup de choses. Enfin, ça se ressent beaucoup quand on active les warnings et le strict. Par exemple, les warnings, ça nous donne, enfin ça nous crie dessus pour beaucoup de choses. Donc c'est quand même assez important en Perl. Enfin, je vois par exemple en JavaScript des fois, ça reste assez minime, mais en Perl, enfin on le ressent direct. Hein. Il y a des fois, il y a des codes dû activer le mode warnings. Et tu le conseilles ou pas? Ouais, franchement, c'est grave utile. Enfin, si vous voulez bien développer, enfin, les warnings, etc., vous rappelleront par exemple sur des deprecated, sur des choses qu'il ne faut plus faire. Ils vont toujours vous rappeler à l'ordre et vous dire, faut pas comme, enfin, faut pas le faire comme ça. Et de plus en plus, les warnings, c'est, enfin, après, ça peut être violent dans certains cas si vous reprenez un vieux code. Le problème, c'est que les warnings, ça kill votre code. Et genre, il y a même pas moyen de négocier. Enfin, Mm. c'est vraiment genre vous avez un code, vous avez un warning qui trop, il va vous dégommer tout votre aide, tous vos machins. Donc c'est un peu genre, c'est pas en mode, hey, petit warning à la Node.js. C'est vraiment le warning, il arrête ton code et il dit, non, faut pas faire ça, quoi. Donc après, ça peut avoir des contre-coups. Moi, j'ai déjà eu un code où j'avais un warning un peu à la con, sauf que je pouvais pas le régler, donc j'ai dû l'enlever parce que bah, fallait que le code il tourne, quoi. Donc D'accord, donc sur un code legacy de 6 ans, c'est compliqué, quoi. ouais, c'est si tu reprends un code legacy, si tu veux mettre un warning, que ça commence à trop de partout, c'est super chaud quoi. À moins que tu corriges tout et que tu Ouais, ouais, grades tout, enfin c'est chaud parce que bah ça dégomme vraiment ton code. je vois. Donc Et les warnings, ils sont déclenchés au moment où le code est parché ou lorsque tu arrives sur la ligne qui pose problème? non, généralement c'est dès le runtime, enfin dès que c'est parsé, enfin tu lances ton programme et bim tu te prends un warning. Je confirme. Bah, Ce c'est qui une bonne chose ça. ouais voilà au moins, mais c'est pas, enfin c'est rarement. Enfin, c'est pas la même chose. Là, les warnings, c'est vraiment, il va détecter quelque chose qui va pas syntaxiquement dans ton code ou qui lui plaît pas. Il va te le dire dès le début, quoi. Et c'est assez explicite aussi, quand même. Je trouvais que les messages d'erreur étaient. Enfin, tu les comprends, quoi. Je pense Que que j'ai vu. on n'a pas eu les mêmes messages d'erreur parce qu'en Perl, enfin, c'est un peu. Enfin, tu vas voir, plus tu vas développer, plus tu vas tomber sur des messages d'erreur qui sont. Il y a des fois, en fait, ils sont vraiment ultra chauds à comprendre et sincèrement, même quand tu vas dans les forums, les développeurs, ils te disent, ah, bah, en fait, fais pas comme ça, quoi. Enfin, enfin, je pense que ça contribue énormément aussi à l'aspect un peu de les gens quand tu leur parles. T'as un peu l'aspect Perl, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est un peu difficile et c'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en Perl qui sont vraiment pas du tout compréhensibles et genre des fois. Et même des fois, elle a du mal à te donner exactement la vraie cause. Par exemple, en Perl, moi, ça m'arrive souvent. Il va te dire, il y a une erreur à telle ligne, l'erreur, elle est 15 lignes plus haut, rien à voir avec l'erreur qui est générée, quoi. Et ça, enfin, c'est presque, en fait, ça t'oblige à développer quasiment au talent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu puisses réanalyser ton code pour comprendre d'où vient le problème. Et je pense que ça contribue énormément au fait qu'il faut être. Enfin, c'est un peu un langage en fer dans le sens où bah, enfin, je veux dire, c'est pas l'erreur qui va t'aider la plupart du temps, quoi. Donc, ouais. Donc là, que ce soit des numbers ou des strings, c'est considéré comme des scalars, donc il n'y a pas de différence.
Si vous pensez qu'en JavaScript, on est déjà en enfer, en Perl, il y a quasiment, enfin, c'est très difficile de faire la différence entre un number et un string, sauf en passant par des fonctions assez compliquées qui vont déduire est-ce que on est vraiment sur un number, mais que c'est assez lourd. Donc en général, en Perl, on fait pas trop, enfin, il n'y a pas de vraie différence, on est sur un scalar et il n'y a pas de réelle différence entre les deux, quoi. Donc là, on pourrait... donc après, c'est pareil. Donc là, je me trouve où je suis bien dans mon... Donc ça, c'est un peu comme Node.js ou Python ou n'importe quoi. On peut faire Perl, on installe Perl, on fait Perl-v. On a bien la version de Perl et on exécute bien notre code. Voilà, on aura bien le résultat. Donc ça, à ce niveau-là, bon, rien de très stressant. Si vous travaillez déjà avec, que ce soit Node, Python, n'importe quoi, c'est le même principe de fonctionnement. On exécute notre code avec la commande Perl. Il n'y a rien de ultra magique ou de compliqué à faire. Pas besoin de lancer une compilation ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est plutôt cool. C'est assez... on prend on prend en main le truc assez vite. Et donc, on va très vite pouvoir, en Perl, on va pouvoir gérer un peu comme en C, on va pouvoir gérer donc des pointeurs. Ça va s'écrire différemment dans C. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué finalement que ce soit en C ou en C++. Je trouve que j'ai pas trop compris en Perl, c'est très compliqué en fonction des types d'objets sur lesquels on a affaire. Mais typiquement, je peux, au-delà d'aller copier la valeur, je peux aussi copier sa référence. Ça veut dire que je peux faire... par exemple strref et faire tac. Donc là avec l'anti-slash, en gros en fait je lui ai demandé la référence de str. Donc ça c'est peut-être un peu plus pour ceux qui ont déjà l'habitude de jouer avec des pointeurs. Mais sinon en Perl c'est assez, c'est pareil, on se les tape énormément qu'on le veuille ou non. Mais voilà, donc je vais copier la référence de str dans strref. Et donc si je modifie, et pour modifier cette référence, je vais devoir faire un double $, c'est-à-dire que je peux pas faire juste strref, enfin je peux pas faire ma référence égale quelque chose d'autre, quoi, genre par exemple foobar. Il va falloir que je précise en fait un double $, pour lui dire modifie la valeur de ma référence. Fait que si je refais un print str, on devrait avoir petite technique. Alors ça, on peut ça, c'est peut-être ça, c'est bien. On peut directement foutre les variables dans les strings. Enfin, on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est un peu comme Bash. Voilà. Donc là, voilà, on a fait une variable de base. On a copié sa référence et on a modifié la valeur de notre référence et on voit bien que ça a bien modifié notre variable originale. Donc on peut gérer. Enfin, on a cette maîtrise de référence, valeur, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce que je critique, là, on voit avec les variables, mais on va voir qu'après, donc les tableaux, les haches, tout ça, on va avoir un tas de symboles qui sont spécifiques à chaque structure. Et ce qui est dur en Perl, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va devoir gérer avec les symboles de chaque type de structure. Ce qui fait qu'à la fin, ça vous donne, ça fait mal à la tête parce qu'on a une ribambelle de symboles qui se mélangent et c'est incompréhensible, quoi. Mais voilà, on a donc là justement on va pouvoir commencer à voir par exemple donc là j'ai fait un peu inconsciemment mais en Perl c'est mi, my c'est un peu l'équivalent de let en JavaScript. Il y a pas vraiment en Perl il n'y a pas vraiment autre chose. Enfin, il y a d'autres mots-clés mais qui ont des cas d'usage très compliqués ou très obscurs qui vont avoir des comportements très bizarres et en fait on les utilise à 99% du temps, on les utilise jamais, c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Donc en réalité en Perl on n'utilise que mi, il n'y a pas de notion de local ou de... parce qu'on a un mot-clé local mais en fait c'est pas, le comportement il est un peu différent, c'est pas local comme on pourrait le penser. Je pensais notamment en Lua on a le mot-clé local qui c'est un peu, voilà, c'est un let qui va garder dans le scope local mais en Perl ça n'a rien à voir. Donc les hash par défaut, donc moi j'ai mon petit plugin, donc ça transforme un peu le pourcentage, mais le pourcentage
on ouvre les parenthèses pour un H et ça va s'écrire comme ça. On va faire des flèches comme ça, bim. Excusez les petits deux, c'est pour parler. Et on va print notre clé. Alors, petit truc en Perl, on n'a pas besoin... Enfin, à chaque fois, j'ai mis des parenthèses en haut, mais en vrai, on n'a pas besoin de parenthèses. Enfin, si vous voulez, quoi, vous mettez des parenthèses ou vous ne mettez pas. Donc, ce qui fait qu'on peut enchaîner un tas de fonctions sans jamais mettre de parenthèses, qui peut donner un bon gros bordel. Pour ceux qui vont revenir lire après. Voilà, ces petits trucs. Et pour récupérer notre propriété, en fait, on va aller reprendre comme ça. On va lui demander foo. Toujours le slash n, hein, parce que c'est pas un print ln. Et on va bien retrouver notre propriété bar. Donc un objet, somme toute classique, enfin comme un objet en JavaScript, avec nos propriétés, etc. On peut mettre les valeurs qu'on veut, on peut remettre un objet, on peut remettre un tableau, on peut faire plein de choses. Et pour les tableaux, en fait, ça sera donc arrobase, on va faire des arrobas pour les tableaux, donc on pourra faire des arrays comme ça, et c'est pareil, parenthèse, à la différence, on met... Ah, je peux te couper 2 minutes? Ouais, vas-y. À la ligne 11, tu mets un pourcentage, et ligne 14, tu mets un $. Pourquoi c'est pas le même symbole? En gros, pour accéder à ta propriété, tu peux pas... c'est une règle un peu, en fait, en gros, tu veux accéder à ta valeur H, en fait, tu la redéclares pas. C'est quelque chose que, enfin, moi, je suis pas fan. Enfin, justement, moi, je pense que ça fait partie des choses où en Perl, il y a des incompréhensions, tu vois. Genre, il y a vraiment une très mauvaise gestion des symboles. Et c'est un peu, c'est dans beaucoup de cas, c'est perturbant. Mais dès que tu vas vouloir accéder à une valeur, il te faudra absolument remettre le $, pour dire, en gros, je vais récupérer une de mes clés à l'intérieur de mon tableau. Et mais tu pourras en aucun cas... Enfin, le pourcentage, c'est vraiment pour en fait aller déclarer soit ton H, soit pour aller récupérer, on pourra voir après, avec une référence de H. Mais en gros, pour transformer, par exemple, une référence de H en une valeur. Mais dans tous les cas, tu es obligé d'utiliser un $. Et on va faire exactement la même chose avec les arrays. Dès que tu veux récupérer une valeur dans ton array, tu ne mets pas de arrobas, tu mets un $ARR crochet, la position de ton index, quoi. D'accord. Par exemple, voilà, tu vas faire ARR. Et donc ça, voilà, donc c'est somme toute les structures sur lesquelles enfin, c'est les structures de base, un peu comme en JS, sauf qu'on n'a pas, enfin, il y a plein d'autres, enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler des primitives en Perl, c'est pas vraiment des primitives, mais la plupart du temps, on utilise globalement tout le temps les scalars. Il y a 2-3 types annexes, mais en réalité, ils sont utilisés que très rarement, donc en final, en Perl, on fonctionne quasiment avec tout le temps ces 3 types-là. Et après, on va pouvoir déclarer, par exemple, là en haut, j'ai déclaré un H comme ça, mais je pourrais le déclarer en fait directement avec un $, donc ça serait une référence de H. Et sauf qu'à la place du coup de faire des parenthèses, en fait, je vais ouvrir des accolades un peu comme en JavaScript, et je vais remettre la même syntaxe. Mais les deux sont différents. Là, on a affaire à un H au sens valeur, et là, on a un H au sens référence, donc un pointeur. Et là, dans ce cas-là, bah, on va faire, ça va être assez proche de finalement de ce qu'on fait un peu en C, etc. C'est-à-dire on va mettre une flèche pour lui dire on veut accéder. En fait, la valeur c'est un pointeur, donc bam, on veut accéder avec la flèche à notre propriété foo pour l'afficher. Et donc voilà, et les tableaux, ça sera exactement la même chose. On peut faire exactement la même chose avec les tableaux. Ah, j'ai fait une connerie. Genre un point virgule qui manque. Global symbole H. Ah oui. Voilà. Bon, ça va encore. Ça, tu vois, c'est explicite encore comme erreur.
Donc voilà, donc ça c'est globalement les structures de base qu'on a à faire. Donc la seule différence, on va dire, ça c'est un peu, mais enfin quand on a l'habitude de gérer des pointeurs, c'est pas trop stressant, mais enfin voilà, de bien faire la différence entre ce qui est une référence ou qui ne l'est pas. En tout cas, pour ce qui est des références, on peut le savoir éventuellement avec une fonction qui s'appelle ref, on peut le dire ref. Et normalement, elle est censée nous dire, voilà, par exemple, il va nous dire, bah, c'est une référence d'un hash, donc on peut connaître les références. Et dans le cas où c'est vide, bah, ça veut dire que ce n'est pas une référence. Mais il y a pas, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de type-off en Perl, ça c'est un peu stressant aussi, c'est-à-dire qu'on peut jamais trop savoir la valeur d'une variable. Enfin, du moins, le type de la variable, c'est pas ultra clair si c'est pas une référence et tout. Donc ça rajoute aussi des difficultés quand on développe des API. Il y a des fois, on reçoit des types dans les API, vraiment, on maîtrise pas. Enfin, c'est vraiment compliqué de savoir des fois les valeurs de retour, etc. quoi. Je peux te poser une question? Ouais. Comment tu décides si tu vas faire un hash ou une référence vers un hash? Comment ça? Bah, en fait, ça va être vraiment là, ça va être le symbole pourcentage. En gros, là, je fais mon hash normal avec donc la valeur et pas une référence. Donc, je vais mettre mon pourcentage avec donc les parenthèses aussi. Et la syntaxe, quand ça va être une référence, en fait, je vais le déclarer avec un $, et je vais mettre les accolades comme les objets en JavaScript. Ok. En fait, j'ai mal posé ma question. Pourquoi tu voudrais faire une référence et pas une valeur avec le pourcent? Qu'est-ce qui te fait choisir de faire une référence? Bah après ça, enfin soit pas pour diverses raisons. Après, enfin ça dépend si dans ta fonction, je sais pas, tu vois, tu fais une fonction, tu veux passer un peu comme en JavaScript, soit tu veux réémuler un peu le comportement de JavaScript que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de passer tout le temps la référence d'un objet, par exemple, en propriété, quoi. Mais peut-être que tu ne veux juste passer, enfin, c'est le principe de base des pointeurs, peut-être que tu veux juste passer la valeur pour que dans la fonction, il utilise la valeur de ton objet, mais quelconque modification qu'il va faire à travers ton objet ne sera pas répercutée dans ta copie originale. Soit tu veux passer la référence parce que s'il fait des modifs dans ton objet, toi tu veux les récupérer après l'exécution de la fonction, quoi. Donc si tu passes un hash qui n'est pas une référence, il est copié dans ta fonction. Exactement. Donc justement, Et est-ce que tu peux créer une référence avec un anti-slash aussi? oui, tu peux créer une référence avec un anti-slash. C'est-à-dire qu'ici, on aurait pu très bien faire, au lieu de ça, on aurait pu très bien faire. Et pour le coup, tu vois, on aurait. Enfin, si je me gourre pas, parce que j'ai pas où mytho ça va faire. J'ai pas refaire peu en mode. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Je suis pas. j'ai fait quelques mois sans faire trop activement du Perl, je suis plus très chaud. Mais ouais, c'est ça, voilà, tu peux repasser, si c'était la question de repasser ta référence, tu peux faire anti-slash encore une fois. On remet bien le symbole pourcentage, parce que là on veut bien lui préciser que c'est la valeur en fait de notre hash qu'on veut, enfin toujours bien lui redire les choses, parce que si on met $, du coup c'est plus valide, etc. Et justement, je vais peut-être en profiter, on va passer un peu sur les fonctions, parce qu'il y a 2-3 petits trucs. Les fonctions en Perl, c'est pareil, c'est assez différent. Enfin, en tout cas, de tous les langages que j'ai connus, ça va être assez différent. En tout cas, voilà, donc je vais faire j'ai mis en commentaire le reste pour pas que ça nous dérange. On va faire une fonction add, et déjà, la première différence qu'on a avec la plupart des langages, on n'a pas d'argument dans la signature de notre méthode. Ça veut dire qu'il n'y a pas le concept de mettre une parenthèse et des arguments n'existe pas déjà de base. On a quelque chose qui ressemble à ça. Enfin, en Perl, on peut faire des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des arguments. En fait, c'est pour préciser. On peut préciser en fait le type de chaque argument, mais enfin, c'est un truc ultra compliqué. Et puis de toute façon, dans les best practices, ils disent de jamais l'utiliser. Donc, bref, c'est un truc assez obscur. Et donc, basiquement, il est bourré de ça, quoi. Ouais, non, c'est bourré de trucs comme ça en Perl. Et donc, basiquement, on déclare donc subroutine, ça sous-entend subroutine. Donc, une routine add.
Et si on veut on a plusieurs choix. Par exemple, je vais passer des arguments. En gros, on va dire que je veux faire un print add. Donc comme dit, soit on met des parenthèses, soit on n'en met pas. Par exemple, là, il comprend très bien. Bon, là, on voit que ça devient un peu le bordel, mais il comprend très bien en fait ce que j'essaye de faire. C'est totalement optionnel. Donc il y a un premier choix, c'est les arguments en fait à chaque fois dans une fonction ils vont être stockés dans @_. On a un symbole qui est, en fait c'est l'argument en JavaScript, on a arguments, ça va être un peu la même chose en Perl. @_, ça va être vraiment les arguments de notre fonction. Donc le premier choix qui s'offre à nous, c'est de dire on fait qui est @_ qui est un tableau en fait. Hein. Donc on lui dit bah tu nous additionnes @_0 et @_1. Ah, tu vois. ça, par exemple, je suis quasiment sûr que c'est un warning, Fabien. Ouais, voilà. Typiquement, tu vois, genre ça, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est marrant. Ah oui, d'accord, oui. J'ai compris. Bon, déjà, ça fait un peu rire parce que en soi, déjà, on vient de changer des @_ par des $_. Enfin bref, vous voyez déjà, c'est déjà un peu, on est déjà un peu des fois un peu dans, on va dire un peu dans la magie dans le sens où il n'y a pas que ça comme variables qui sont possibles à écrire. Il y en a beaucoup des variables en fait qui existent sans qu'on le voit. En Perl, il y en a énormément, ce qui peut produire des codes avec un degré de magie qui est incroyable. Mais la deuxième solution, qui est quand même la mieux, hein, c'est recommandé pour des questions de perf, de visibilité, quoi que ce soit d'autre, c'est d'aller récupérer nos arguments directement dans notre tableau, quoi. Et magie, hein, comme quoi, c'est pas Python qui a inventé la déstructuration. En réalité, c'est ça qu'on déstructure en fait le 0 et le 1 de notre tableau pour les additionner. Et voilà, ça fonctionne. Donc ça c'est le petit truc en Perl qui choque un petit peu tout le temps. Enfin, il faut récupérer les arguments de notre méthode nous-mêmes. C'est pas automatique, quoi. Qu'est-ce qui se passe si tu passes pas le bon nombre d'arguments? Je pense qu'on va avoir une jolie erreur. C'est une bonne question, tu vois. Ouais. On voit que... Alors j'aime bien parce qu'il a fait A plus undef et il a quand même réussi à nous donner 5, tu vois. Enfin, c'est assez cool. Mais ouais, il nous dit que du coup là, on utilise un argument qui n'est pas initialisé. Et donc on va justement, je vais vous montrer un petit truc que je kiffe. On va faire vite fait une petite itération et on va faire un truc que j'adore en Perl. C'est une des features que j'adore énormément, enfin que je trouve trop cool. Donc je vais me faire un tableau avec des chiffres. Et par défaut, si on voulait les boucler, alors c'est comme en JS un petit peu quand... Alors, en Perl, il y a énormément de façons de faire des boucles, ça fait un peu mal à la tête. Il y a des for each, il y a des while, il y a énormément de choses. Donc des fois, c'est un peu dur de se retrouver dans toutes les méthodes qu'on peut utiliser. Mais basiquement, par exemple, je peux afficher 1, 2, 3. Là, pareil, on aura $_ qui va être défini. Par exemple. Bon, là, il fout la merde à cause de ça, mais... Voilà, concaténation avec des points. C'est pas des plus, c'est des points. Et donc $_ ça va nous permettre de récupérer la valeur courante en fait de chaque tableau. Alors ça c'est pareil, c'est pas spécialement une best practice puisque si vous commencez à faire des for each dans tous les sens, c'est le bordel puis on comprend pas vraiment ce que c'est que les $_ dans le contexte, quoi. Le mieux c'est en fait vous pouvez aller faire la valeur courante, quoi, et d'aller déclarer votre valeur. Mais bon, cette façon de faire, 3 lignes de code et tout, c'est un peu has-been. Et en Perl, on peut faire un truc ultra
ultra magique, c'est par exemple, on peut lui dire, tu me fais un print $ comme ça, for ARR. Et bim, magie, ça fait exactement la même chose. Et c'est parce qu'en Perl, en fait, on peut mettre des conditions après, après des expressions, après des fonctions. N'importe quoi, en fait, après beaucoup de choses. Et on peut mettre soit des conditions, on peut, comme vous voyez, on peut mettre des boucles for, et du coup, $_ sur la gauche est défini comme chaque itération de notre tableau. Donc en fait, typiquement, vous pouvez appeler des méthodes avec des arguments pour chaque itération d'un tableau ou même d'un hash, parce qu'avec les hash, on peut faire des for entries, un peu comme en JavaScript. Enfin, il y a des moyens de récupérer la clé et la valeur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de code, ça permet de faire des choses qui sont assez compréhensibles. Par exemple, on pourrait faire... par exemple, on peut exécuter des routines. Par exemple, on peut faire add 5, 10, et imaginons qu'on ait une condition quelque part, mais on peut faire add 5, 10 if une variable, quoi. On peut écrire des choses comme ça, en fait, on n'a pas besoin, vous pouvez les écrire totalement en ligne. Alors après, j'ai peut-être des exemples un peu plus... je pourrais peut-être vous montrer 2-3 trucs que j'ai sur... Voilà, par exemple, ça c'est des exemples concrets. Je suis dans un for each et là en fait j'ai plusieurs conditions sur lesquelles je vais faire donc next et continue en Perl, et je vais dire en fait next if, en fait en gros à chaque fois next si la condition est remplie, et ça va me permettre en fait d'enchaîner plusieurs lignes comme ça, alors qu'en temps normal j'aurais dû faire if blablabla, next if blablabla. Et dans le cas présent, enfin moi je trouve que ça produit des syntaxes qui sont vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux à lire. Enfin c'est quelque chose que j'adore énormément parce que vraiment à la lecture c'est quelque chose qui me revient tout le temps, et alors que quand il y a beaucoup de blocs, en fait à la fin ça agrandit le code pour pas grand chose. Voilà, enfin on voit que là, moi des fois je pars un peu loin aussi dans mes dans mes trucs, mais voilà, les unless, tout ça. Et on peut faire ça avec pas mal de trucs. Là, on voit, par exemple, je push. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça, c'est une feature qui est pas mal utilisée. Et j'avoue que c'est pas mal cool quand même. Alors après, en Perl, ça, Fabien, si t'en fais, c'est quelque chose que je pense que tu subiras un peu. En Perl, il n'y a pas vraiment de gestion d'erreur. Et c'est quelque chose, enfin ça c'est vraiment affreux, ça m'a rendu fou ces derniers mois, parce que j'avais beaucoup de code avec des threads et des gestions d'erreurs, et en Perl c'est catastrophique. Mais basiquement, que vous fassiez un warn qui va crasher votre programme d'ailleurs, c'est un warning, mais quand on utilise les warnings, ça crache notre programme du coup. Ça j'ai dû foirer autre chose. Ça. Oui, c'est parce que je vous ai fait un exemple, mais var n'existe pas, donc... J'aime bien parce qu'il m'a fait le oops avant. Mais en gros, ça va cracher notre programme. Bon, il va nous dire la ligne où il y a eu le warning. Gros problème dans un programme multithreadé, etc. Genre vraiment, il vous strike votre programme alors qu'il est dans un thread et tout. Genre, tu te dis, ouais, ok, ça va. Enfin, je veux dire, enfin, au pire, tu craches le thread ou tu fais quelque chose, quoi. Mais vraiment, ça dégomme votre programme et c'est c'est vraiment problématique. Et le gros problème, c'est que il n'y a pas vraiment d'équivalent d'un try-catch en Perl. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un eval comme ça. Et on n'oublie pas le point virgule, sinon il va nous faire chier. Et en gros, on a ça, on fait if $, donc si en gros c'est une erreur, c'est une variable qui est complétée automatiquement s'il y a eu une erreur. Enfin, en gros, on peut faire ça. Print, on peut utiliser nos syntaxes inversées, if
if $, donc affiche-moi une erreur si une erreur est survenue dans le enfin un warn où il y a la condition qui est die en gros. Donc et donc là ça n'a pas vraiment arrêté le programme, il nous a juste affiché dans la console le message. Le problème c'est qu'en Perl, des fois il y a des messages, il y a des warns ou des die qui vont cracher votre programme et ils ne sont pas du tout récupérables. Il est impossible de les récupérer et ils vont automatiquement cracher votre programme quoi qu'il se passe. Et malheureusement, enfin pour vous donner un exemple, moi en prod j'ai beaucoup de lib et il y a énormément de lib. Par exemple j'avais une lib SNMP, là je travaille avec une lib SNMP pour mon boulot. Qui en fait dans certaines situations va me cracher mon programme alors que c'est le code est exécuté dans un thread, etc. Et il va me cracher, s'il rencontre une erreur, il va me cracher mon programme à coup sûr. Et ça c'est très problématique. Et en Perl il n'y a pas, même quand on cherche très lointain dans les, il y en a qui ont des solutions de la mort avec 150 lignes pour réussir à catch une erreur quoi. Et ça en Perl il n'y a pas vraiment, c'est très difficile, il y a très peu de gestion d'erreurs et ça c'est abominable quand on est dans un vrai code de prod et qu'on n'a pas cette possibilité de gérer les erreurs, ou du moins faut qu'on les évite au maximum. Faut se l'avouer, ça devient vite abominable à gérer et à faire des codes vraiment propres quoi. Donc ça c'est un des gros points qui fait que Perl aujourd'hui c'est quand même ultra terrible. Moi en tout cas j'en ai fini avec Perl sur ça. Et après, il y a pas mal de structures. On pourrait voir un peu à quoi ressemble. Il n'y a pas vraiment de notion. C'est pareil, ça va être un peu, c'est un peu comme LUA, etc. Il n'y a pas de notion de classe spécifiquement. Il n'y a pas d'objet. Enfin, c'est de la programmation assez. C'est un peu comme du JavaScript. C'est-à-dire qu'on est sur du prototypage. Enfin, c'est quelque chose de proche de. C'est pas des prototypes, mais. On est comme un peu LUA, etc. On est avec des principes de métatable, etc. On pourrait faire un petit... Alors l'extension c'est .pm si c'est un objet. Il y a des conventions, des noms. Faut juste que je reprenne. Faudrait que je me rebats sur un de mes codes parce que... À chaque fois, il y a des petits trucs à la con à retenir. Voilà, il y a vite fait 2-3 petits trucs. C'est la structure de base. Et il faut retourner à 1 aussi, le fameux 1, pour lui dire que tout va bien. Et du coup, ça on peut en fait, ici c'est un peu, c'est notre, c'est le vis quoi, c'est le self. Donc des valeurs qu'on peut avoir dans notre classe. Et après du coup on a juste à faire nos méthodes en dessous et en fait il va comprendre que c'est des membres de notre classe. Par exemple say hello. Alors à chaque fois on reprend en fait l'objet self, donc self ou vis, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais en Perl c'est sûr on l'appelle beaucoup self. Exactement la même chose. Voilà, c'est juste une référence, par contre faut pas se courir. Et on peut donc jouer avec notre classe, appeler des méthodes. Et dans notre programme, en fait, il va la détecter automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut faire use myObject si j'ai pas perdu la main. Vous faites use myObject. On va vérifier qu'on n'a pas de... On juste me demande quand locate myObject.pm, j'ai pas fait d'erreur. Tu veux pas faire un package avant sur ton PM? De quoi? Tu dois pas faire package quelque chose? Si, t'as raison, ouais, si. Il y a un vieux délire de... Tu fais bien de me le rappeler, tu vois. Bouge pas, je vais sur namespace, c'est quoi? Si, voilà, c'est ça. Hop. Après, normalement, ils n'ont pas besoin d'avoir de...
C'est le petit truc qu'il faut jamais oublier. Bon, il n'y a pas besoin de les mettre dans des dossiers après, mais il faut pas oublier quand tu les mets. Enfin, ça c'est un truc qui est un peu débile, c'est que quand tu les déplaces de dossier, faut refaire le nom des packages. Ça c'est quelque chose que je suis pas ultra fan. Mais il me fait quand même chier. Attends, je vais essayer de le Mais en mettre. fait, ton Perl, il connaît pas le répertoire des libs en fait, parce que là, tu es en train de créer un module et Non, non, si, il est capable de le détecter automatiquement. Il les charge. Normalement, il les charge à la volée. Enfin, moi, quand je code. Après, là, j'ai dû zapper 2-3 petits trucs. après, de mon côté, j'initialise une variable d'environnement, la Perl 5 lib, et je mets où j'ai mes modules en fait. Sinon, j'ai l'erreur que tu as, là, je l'ai eu 50 000 fois. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple. Enfin, moi, j'ai pas de. Quand j'ai codé. Je sais plus ce que j'avais fait. Enfin, il y a des trucs spécifiques. Mais normalement, en gros, en Perl, ce qu'il fait, c'est qu'il va. En fait, parce que tu as un dossier de lib. Moi, je l'utilise par. Là, par exemple, c'est des libs que j'utilise pour mon SDK. Donc, je lui précise. Mais normalement, en fait, ce que fait Perl quand il analyse donc tes use, il va en préalablement, en fait, il va checker plusieurs chemins. Donc là, on voit le problème, c'est qu'il a l'air de pas me checker beaucoup de Bah, trucs. check les chemins que c'est marqué là, contains INC, là, contains machin. Mais Check. normalement, il devrait regarder en local. Normalement, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il regarde à la racine du dossier s'il y a un chemin qui correspond. Bon, là, il a pas l'air de le faire. Je sais pas ce que j'ai foiré dans ma config. Bah là, il te dit source de point, 2 points, mais à mon avis, tu l'as pas, si tu l'as mis là, use. Mais dans ton myObject, tu as fait aussi source. Ouais, tu as les deux mêmes. Ouais, ok. Non, je sais plus là, genre au feeling, je me rappelle plus si. Franchement, ça fait quelques mois que je me suis pas retapé un module en Perl. Ça me. Ce genre de choses, ça me rend fou en fait en Perl. Mais il devrait le détecter. Là, je sais pas ce que j'ai oublié, mais globalement, en fait, il va chercher dans tes dossiers de LIM et il regarde tout le temps aussi à la racine s'il existe un dossier SRC et s'il existe un point .pm avec ton myObject. Donc normalement, t'as pas besoin de lui préciser un dossier lib, il les charge. En fait, c'est comme s'il les détectait automatiquement en local comme des modules qui sont locaux à ton truc, quoi. Parce que si à chaque fois tu devais préciser des dossiers de lib, ça serait la mort, quoi, pour travailler avec les trucs en local. Mais j'ai dû effectivement oublier quelque chose. Là, Bah, si tu t'en rappelles, je veux bien l'info parce que moi, je suis obligé de configurer une variable d'environnement pour dire tel dossier contient toutes mes libs du projet, quoi. Et donc, il lit pas à la racine ou dans les sous-répertoires de mon projet, quoi. je suis quasiment sûr que non parce que je sais pas, même parce que vu que quand j'ai travaillé sur mon CA project, en fait je me suis amusé donc à refaire pour un de mes projets, j'ai refait en fait toutes les méthodes de JavaScript là et ça marchait automatiquement aussi. Après, non, exporteur, c'est parce que en fait j'exporte des méthodes indépendamment. Enfin, il y a des petites tricks quand tu veux exporter juste des méthodes. Il y a des petits trucs à faire en plus. Je vais déjà mettre ce truc strict. On sait jamais au cas où si j'ai aussi des petits soucis. Ouais, là tu vois sur le coup tu vois il y a un truc soit il y a eu un changement soit mais moi par exemple voilà quand j'ai travaillé ça il arrivait très bien à me les load sans aucun problème, donc ça me surprend un petit peu. D'ailleurs ça c'est intéressant si tu veux, enfin si tu voudras regarder, je m'étais quand même fait un peu mal et ça j'avais fait justement la différence entre les integers, les machins tout ça, et j'ai recopié toutes les méthodes de JavaScript, enfin une grande partie parce qu'après il y a des trucs un peu plus touchy. Et j'avais écrit un
Ouais, en fait, en gros, j'avais fait en JavaScript, tu pouvais écrire, tu écris en fait un fichier Perl en JavaScript comme ça, et mon compilateur après lisait un autre langage et le transformait à la volée en Perl. Ce qui était assez cool, enfin, c'était un petit projet. Bon, enfin bref. On va passer ça parce que là sur le coup je sais plus. Franchement en plus, enfin tu vois, je me dis ça se trouve j'ai oublié juste un truc à la con, il y a un détail, ça va revenir et je vais me dire ah oui c'est vrai, fallait pas oublier ce détail là. Mais je te le confirme, c'est sûr et certain, il n'y a pas de variable d'environnement à mettre ni rien. Enfin ça doit être juste, j'ai dû oublier un truc dans ma syntaxe qui fait qu'il le détecte pas comme un package valide, tu vois, et que du coup il n'arrive pas à l'importer. Parce que c'est ça en Perl, c'est pareil, tu fais une petite erreur et le souci, c'est qu'il va pas nous dire spécifiquement quel est le problème ici. Enfin, il va juste nous dire, en gros, bah, il détecte pas de module src myObject. Et, mais peut-être qu'on a fait une erreur à la con dans la syntaxe et du coup, il va pas réussir à l'importer, quoi. Sinon, en termes de syntaxe, on a vu déjà pas mal de choses. Après, justement, c'est peut-être cool d'avoir un petit code Perl là. Je vais revenir pour avoir un, deux, trois exemples. Au niveau... Donc là, typiquement, tu vois, hein, c'est la classe comme je l'ai fait. Hop, bim. Il y a des mots-clés un peu... Enfin, bless, ça c'est pareil. Si tu essayes de te documenter un peu dessus, c'est un peu mystique aussi. Enfin, c'est très... Enfin, moi, je trouve que c'est très mal documenté sur les vrais cas d'usage, etc. Mais globalement, après, bon, ça se ressemble un peu comme aux autres langages. Ça revient un peu comme Python. On a beaucoup de variables qui sont en global. C'est un peu, enfin, Python, il était reparti un peu sur le même principe, quoi. Enfin, quand il a inventé Python, le créateur, il s'est beaucoup inspiré de Perl. Là-dessus, tout est en global. On n'a pas d'objet en soi. C'est-à-dire que toutes les méthodes sont vraiment en global. On n'a rien qui est lié à des objets qui ont des noms. Enfin, je sais pas, scalar, hash, il n'y a rien là-dessus. Vraiment, tout ce qu'on fait est en global. Les push, toutes les méthodes qu'on va utiliser sont des variables, sont des méthodes globales. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas beaucoup parce que c'est dur de s'y retrouver quand tu as 500 variables, enfin, quand tu as 500 trucs global toutes les méthodes en global à apprendre par cœur, c'est ultra dur. Je préfère carrément quand c'est relié à un objet. Surtout avec l'autocomplétion, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais globalement, c'est ce que j'avais fait. En fait, j'avais réimplémenté dans l'ensemble les méthodes mais directement sur un objet. Et puis quand c'est des trucs un peu touchy, genre on voit les slices. Les slices, j'avais dû réimplémenter pas mal de trucs moi-même pour que ça matche le besoin, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est assez proche de ce qu'on a l'habitude en def. On a des for each. Voilà, on voit, je m'amuse un peu avec les conditions inversées, tout ça, mais dans l'ensemble, ça revient au code standard du développement. Il n'y a rien de très spécifique, quoi. Après, il y a toujours des codes un petit peu mystiques. Mais bon, si on les évite, si on essaye de faire des codes assez propres, on est toujours un peu dans les standards de la dev. On évite un peu les côtés sombres des langages, c'est pareil en JavaScript, quoi. Dans l'ensemble, ça reste assez propre. Les die, voilà, là je fais des die pour les erreurs parce qu'il n'y a pas vraiment. Je pourrais faire soit des warns, soit des die, mais dans tous les cas, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, en tout cas, ça va produire le même effet dans le code final. Et il faut juste utiliser des evals pour les catcher correctement, si au possible. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien de stressant, quoi. Est-ce que tu peux parler de begin en majuscule? J'ai vu ça dans mes codes, moi. Begin en majuscule? Ouais. Ça me dit rien, tu vois. Là, j'ai jamais fait de begin. Eh ben, ok. bien, on va voir begin. Ou alors c'est un truc. Non, oula, ah oui, c'est pour les phases de compilation. Ça a l'air touchy quand même. C'est pour exécuter en fonction des phases de runtime ou des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est une instantiation de plein de variables globales qu'il réutilise derrière dans son code. Mais j'ai pas encore cherché plus que ça. Mais... Bah là, de ce que dit la doc, c'est vraiment pour aller contrôler. J'ai déjà dû en voir, mais j'en ai jamais écrit moi-même.
C'est pour exécuter des codes en fonction des phases du runtime ou de la compilation, j'ai l'impression. Euh, mais ça sont les trucs un peu dangereux où il faut savoir ce que tu fais, quoi. Genre, c'est le genre de trucs, tu vois, genre, c'est des trucs ultra spécifiques, quoi. Mais ça, ouais, j'en ai jamais écrit. Je crois que j'ai dû en voir parce que dans certains des codes SDK que j'ai un peu modifiés, il y avait des conditions comme ça. Là, c'était pour des bindings en C. Il y avait des délires comme ça, mais je me suis pas. Enfin, j'ai pas touché à ces codes-là. Donc, Ah, le petit shift. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. T'as peut-être déjà vu ça dans les routines. Là, on a vu à chaque fois. Enfin, je vous ai montré 2 méthodes et j'avais oublié. C'est vrai qu'on peut. Il y a une autre méthode, c'est de. On n'est pas obligé de récupérer les arguments comme ça. On peut les récupérer comme ça en fait aussi. En gros, shift en fait, c'est retire un des éléments. Donc il va comprendre lui-même en fait qu'on parle des arguments de la méthode et en fait on va pouvoir récupérer les arguments un à un au moment propice. Bah d'ailleurs après je crois que normalement on peut faire même shift plus shift quoi. Enfin, si je dis pas de conneries, je crois que ça marche. Ce qui donne un peu des trucs un peu bizarres. Et juste. Ah, il nous dit que je fais un truc un peu bizarre. Ça m'étonne même pas. Ah voilà, enfin apparemment, à mon avis, il a compris que j'essayais de faire un truc chelou. Enfin, ça c'est bien, tu vois. Au moins là, mais à mon avis, je pense qu'on aurait redésactivé le warning, ça passait. Mais ça c'est parce que ouais, enfin shift plus shift, ça fait ultra chelou quoi. Dans wiktool.pl. C'est quoi ta ref là Alors lui, c'est devenu mon gourou. J'arrête pas d'aller sur son site. Ah ouais, non mais lui il a écrit quasiment tous les articles à chaque fois que tu... Ouais, c'est un taré, lui. C'est un taré de Perl. Le truc c'est que justement moi j'ai réussi sans avoir le uselib donc... Ouais, c'est ça, le Perl 5 lib, c'est ce que je fais moi. La variable d'environnement. Ça me paraît quand même... Enfin, moi, ça me paraît quand même bizarre parce que, par exemple, dans mes codes... Moi, j'ai un uselib parce que j'utilise des libs d'SDK qui sont à un endroit spécifique, mais c'est vraiment... normalement, on ne devrait pas avoir... Moi, ça me paraît ultra chelou. Normalement, il est capable de détecter les modules en local. Alors, après, moi, par exemple, je suis en Perl 5.16, donc il faudrait que je vérifie parce que là, on n'est pas en 5. Enfin, moi, en prod, je travaille pas. Là, on est en 5.26. Moi, je suis en 5, même pas 5.14, il me semble. Il y a peut-être eu des diffs depuis. Faudrait vérifier ça. Je vais tester après avec le uselib là. On voit que ça marche quand même avec les shifts, donc on peut récupérer les arguments avec des shifts, il n'y a pas de souci. Et ça c'est pareil, ça c'est des trucs, enfin quand tu débarques en Perl, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Il fait des shifts, des trucs bizarres. Je doute. Le point, est-ce qu'il comprend point? En tout cas c'est passé. On va tester. Hop. Ouais, ça passe.
Ah, effectivement, alors là, il a réussi, bien vu Purexo, mais par contre, ouais, moi, je regarderai Fabien parce que, bah, tu vois, typiquement, j'ai pas cette ligne de, bah, par exemple, dans mon autre projet, j'ai pas cette ligne de code là, tu vois. Et à l'époque, j'arrivais bien à fonctionner, donc, Ah, je suis très intéressé que tu retrouves la réponse. ouais, 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 parce que moi, ça me paraît ultra bizarre, j'en ai jamais eu besoin. Ah, c'est relou, c'est clair, hein. Parce que justement, il me semble, enfin, il faut préciser les PAF, mais quand c'est en local, j'en ai jamais eu besoin pour charger mes modules en local, il arrive à les. Donc c'est ça qui me paraît ultra bizarre, ou alors, m'intéresserait, c'est genre uselib, enfin, tester des trucs comme ça, genre. Donc là, il revient. Ça me paraît bizarre. Est-ce que parce que j'ai mis des déclarations spécifiques dans certains de mes codes, bizarre, bizarre. Mais voilà, donc là, c'est cool. Du coup, on a notre objet, on peut travailler avec un objet, même si. euh, bon, là, ceux qui se plaignent des mots-clés classe et tout, hein, mais c'est plutôt cool, quoi. Du coup, on peut faire des objets avec plein de méthodes, etc. Alors là, justement, il y a un mot-clé qui est ours, comme ça, là, si je vais pas de conneries. Et ça, en gros, c'est un peu comme une variable statique. C'est une variable statique à src myObject. Et, il me semble que. Alors à chaque fois, il y a une syntaxe à la con. Je l'oublie constamment. Non, déjà je suis dans le faux. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Enfin, en gros, pour récupérer la variable statique ou la modifier. Bad name. Je sais plus ce qu'il faut faire. C'est quelque chose comme ça, mais c'est dans ces eaux-là, la syntaxe c'est quelque chose comme ça. Là, je m'en souviens plus de tête parce que je le fais quasiment jamais en fait, hein. C'est des cas très rares, mais en gros, avec le mot-clé OR, tu peux définir une variable qui est un peu comme du statique à cet objet-là, et tu peux le récupérer, le modifier, tu vois, ce qui fait un peu le même effet que une variable statique dans une classe, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et c'est quasiment un des seuls moments où tu utilises activement ce mot-clé-là. Enfin, dans ce besoin-là, c'est un des seuls cas quasiment très courant. Il y en a d'autres, j'ai déjà vu d'autres cas, mais à chaque fois, c'est un peu du mal à comprendre l'intérêt général, quoi. Et ça existe les constantes aussi? En majuscule, genre? Ouais, tu peux mettre des constantes. T'as un mot-clé. Alors, tu sais quoi, je vais regarder. Ça existe, mais là de tête, en fait, je sais même plus comment les écrire. Je vais regarder parce que j'en ai des constantes dans mon code, donc forcément un mot-clé. C'est un mot-clé en majuscule. Bah voilà. T'as carrément. Par exemple, d'ailleurs, tu peux, enfin, parce qu'on n'a pas de notion de booléan et ça, souvent les gens ils font ça. Ça, c'est très courant dans les codes et du coup, les gens peuvent faire if myvar est strictement, enfin, est égal à true ou des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, tu peux vraiment déclarer des vraies constantes avec t'as d'autres, je crois que tu as d'autres enchaînements qui permettent d'en faire. Enfin, il y a différentes syntaxes pour effectuer la même chose, mais moi en tout cas, c'est la syntaxe que j'utilise. Tu fais use constante et tu déclares après dans ton hash tout ce que tu veux en fait en termes de constantes, quoi. Et c'est pour le coup, du coup, ça va être des vraies constantes, quoi. C'est pas juste t'as créé my. D'ailleurs, parce qu'il va pas donner le même effet qu'en JavaScript puisque tu te tapes un dollar, tu vois, à la con. mais du coup, ouais, tu peux faire des vraies constantes sans dollar et ça marche nickel chrome, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je sais pas si vous avez d'autres questions parce que j'avoue que moi, de tête, après, c'est difficile de voir un peu. Du coup, le triple égal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non.
Enfin, t'as pas. Enfin, d'ailleurs, c'est quasiment. Il y a des langages qui ont des triples égales, hormis JavaScript. Enfin, là, de tête, je vois Ah, pas. PHP. PHP, là. PHP, t'as un triple égal? Ouais, c'est pareil. Ouais. Parce que généralement, dans les langages objets, c'est plutôt les strings, t'as des équals sur les strings, tu vois, plutôt que faire des. Enfin, tu les vérifies pas avec. Parce que sinon, ça vérifie, en réalité, ça vérifie si la string de. Enfin, un peu comme si on faisait des objets, enfin, on déclarait new string en JavaScript, quoi. Ça serait comparer deux instances d'un objet qui n'ont rien à voir, donc il faut utiliser des points equal, quoi. Généralement, en tout cas, dans la plupart des langages que moi j'ai codés, c'est comme ça, ou alors en Lua ou quoi que ce soit d'autre, c'est des égales normales et ça vérifie. Ah non, en Perl, justement. Justement, là, tu vois, ça me revient, tu me parles d'égal, mais en fait, en Perl, si par exemple j'ai my str a, tu vois, hello, c'est bien que tu m'en parles parce que en plus, c'est un truc important. En Perl, en fait, tu peux pas faire, c'est pareil, tu peux pas faire genre. C'est toujours quand je dis je peux pas que ça va me dire ok, tu vas voir. Mais voilà, comme je disais, juste commenter le reste. J'adore les démos, tu vois. Ouais, il va quand même, il va me dire ok, mais il va me claquer un warning parce qu'il va me dire en gros, en fait, tu utilises un égal pour comme si tu comparais des valeurs qui sont numériques. Et c'est pour la simple et bonne raison que lui, il attend en fait qu'on mette EQ, donc equal, tu vois, un peu comme dans les langages de query et tout, où des fois en fait ils te font t'as EQ, tu sais, NE, notre equal, G greater than equal, enfin bref, t'as tous les trucs quoi, GT, tout ça. Et là, il va plus me claquer d'erreur parce qu'en fait, justement, ce qu'il va vérifier avec le mot-clé EQ, c'est est-ce que la valeur de STRA est égale à la valeur de STRB, alors que quand on fait égal, en fait, il comprend quand même, il arrive à nous achever le résultat escompté, tu vois, mais par contre, il nous lève quand même un warning en mode attention, parce que si tu essayes de comparer deux objets où il va pas être très sûr comment interpréter la valeur, et bah en fait, ça va faire comme dans JavaScript où tu fais un new string égale un autre new string, il va peut-être comparer est-ce que les deux objets sont identiques et il va te dire non, bah non, parce que même si les valeurs sont les mêmes, c'est deux objets différents, du coup. Dans ces cas-là, nous, en Perl, il faut toujours utiliser les EQ ou not equal, ou si tu as aussi greater than, je crois qu'il y avait E, mais je sais plus, pour equal, ou c'est GE, je crois, greater equal, enfin bref, les trucs comme ça, quoi. LE, je crois, less equal, enfin voilà, bref, les trucs, tout le temps les mêmes mots-clés, ça c'est pareil, ça c'est un peu perturbant si on en a, enfin. Quand on n'en a jamais fait, c'est perturbant. Après, c'est vrai que c'est un peu plus. Enfin, si vous avez déjà fait des query language ou des trucs comme ça pour les bases de données, des fois, c'est. Il me semble comme MongoDB ou je sais plus quoi, il y a des trucs comme ça où enfin, faut les utiliser. Donc, une fois qu'on a l'habitude, en fait, c'est automatique, quoi. Et pour le print, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un gestionnaire de package? Ouais, Cpan. T'as Cpan. Ah, c'est pas NPM. Tu vas comprendre, tu vas aimer NPM après avoir Cpan. En fait, Cpan, le gros délire, c'est que. C'est qu'en fait, il gère quasiment rien pour toi. Enfin, T'as les commandes pour installer et tout. J'ai pas Cpan là actuellement en local, mais en gros c'est la galère. Donc déjà souvent c'est des trucs compilés, donc faut quand même avoir les makes, tout ça sur ton PC pour pouvoir les recompiler à la main une fois que tu les as installés. C'est-à-dire que c'est pas automatique, quoi. C'est pas comme sur NPM ou même sur Windows, tu vois, c'est quand même ultra automatisé. Sur Cpan, c'est quasiment pas automatisé. Et un des gros problèmes de Cpan, c'est que il t'installe pas les dépendances des packages. Ce qui fait que quand tu installes un package, il faut que tu ailles chercher toi-même et installer toi-même toutes les sous-dépendances du package en question. Et je vais pas te mentir, moi par exemple pour un de mes projets de prod, il y a à peu près 100 dependencies. Ça fait mal quand tu les as installés toi-même à la main, les 100, et que tu as tout buildé à la main et tout. Bon, après, tu te fais
des automatisations, tu vois. Mais après, c'est clair que moi, enfin, quand je vois les gens qui aujourd'hui crachent un peu sur l'automatisation de NPM, disent l'installation des sous-dependencies, c'est hérétique, tu vois. Moi, j'ai passé une semaine à installer des sous-dependencies, tu vois. Genre, ça me vénère un peu les mecs qui sortent ça. C'est clairement, ils ont jamais fait de prod de leur vie où il y a un truc, tu vois. Mais moi, ça a été une grosse galère, surtout en contexte militaire. Enfin, faut builder sur des VM et tout, c'est horrible. Et donc c'est pas bon, après c'est vieux, tu vois, genre c'est pas tout jeune, tu vois, je sais pas quel âge ça a, mais ça date d'il y a super longtemps. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être faudrait avoir l'année de création, mais c'est peut-être un des précurseurs de tous les packages managers, en tout cas de celui qui a commencé. Donc après, faut pas cracher dans la soupe non plus, tu vois. Moi, je pense que tu vas chercher Cpan, SQLite pour voir un peu. Donc après, c'est pareil, t'avais les voilà, donc ça se présente comme ça, tu vois, et puis t'as les commandes un peu comme NPM pour les installer, etc. Et t'as les docs, les trucs, et à la fin, normalement, t'avais tout ce qu'il faut pour créer les issues, etc. Mais Perl, c'est quand même globalement, c'est mort, Perl. Enfin, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de packages, et malheureusement, faut le dire, les packages ont aujourd'hui, plus de 10 ans quasiment pour la plupart. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui maintiennent, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi... je me vois mal continuer à aller faire des trucs en Perl parce que vraiment c'est en train de mourir de tous les côtés et ça devient vraiment horrible d'aller maintenir les libs parce qu'il y a plein de memory leak ou plein de trucs là par exemple SQLite, je pense qu'on regarderait encore, ça a l'air d'être lui il est encore super mis à jour, hein. En même temps c'est SQLite, mais moi ma lib SNMP par exemple, là j'utilise une lib SNMP, elle a pas été, la dernière mise à jour c'était il y a 7 ans quoi. Et bon, bah du coup, j'ai un problème. Bon, j'ai compris que le problème, j'allais le fixer moi-même, quoi. Mais bon, dans certains cas, c'est un peu compliqué. Quand un gros module comme SQLite, quand tu te retrouves à devoir faire des patchs un peu toi-même, t'as un peu mal, quoi. Parce que bon, bah, c'est quand même. Enfin, c'est lourd, quoi. Enfin, quand tu t'y connais pas, tu rentres dans un truc un peu touchy, quoi. Donc ça a un des gros problèmes, quoi. Mais sinon, voilà, enfin, je pense que ça a été carrément un précurseur. T'as tout ce qu'il faut. Je sais plus c'est où, mais je crois il doit y avoir quelque part la dependency du package reverse des... Ouais, voilà, si t'as des dépendances ici. Donc là, on voit les dépendances qu'il utilise. Mais le problème, c'est que comme dit, ces dépendances, faut que tu les installes à la main. Et donc quand t'as installé une première, tu te rends compte que cette dépendance, elle a elle aussi des dépendances. Et enfin, sincèrement, c'est interminable, hein. Genre, des fois, tu deviens fou avant d'avoir fini d'installer tout ce qu'il faut. Moi, j'utilise Cpan M avec le flag install deps et c'est plutôt pas mal. Ah ouais? En fait, j'ai un fichier qui s'appelle Cpan, si je dis pas de bêtises, Cpan file ou un truc comme ça. Ouais, Cpan file et je mets tous les modules dedans que je veux. Et après, je lance la commande Cpan M tu rajoutes un M et il y a un flag install deps et pour dépendance. Et du coup, j'ai pas à gérer justement les dépendances. J'ai pas vu ça, mais Genre par exemple, quand tu mets ça dans... nous, je sais que tu vois, on a dû les gérer à la main parce que ça foirait. Après moi, c'est spécifique. Je suis sur une vieille version aussi, tu vois. Genre, le truc, c'est que nous, en plus, faut qu'on les recompile à chaque fois avec la bonne version de Perl. Enfin, c'est gros bordel. D'accord, ouais, j'ai jamais, je pense pas que j'ai utilisé ces pan M. Moi, je fais ça. T'es sur quel OS aussi? D'ailleurs, t'es sur Mac, non, toi? Non, non, je suis sur. Là, pour ça, j'utilise dans un Docker avec une Debian. Ah, ok. Oui, parce que moi je suis là par exemple. Nous en fait, c'est un environnement Windows, hein, genre, donc en fait, il y a aussi des trucs qui sont. Perl, c'est beaucoup mieux supporté aussi sur Unix. J'avoue que sur Windows, c'est pas ouf maintenu non plus. Perl Strawberry, tout ça là. Donc, toi, tu as un fichier. J'imagine que tu as un fichier bash et qui fait un cpan de tous tes modules et enfin, tous tes packages et toutes tes dépendances, c'est ça? Ouais. Nous, il y en a un script qui package le tout, enfin qui va tout builder et tout. Ah ouais, alors que moi j'ai un peu comme mais nous c'est fini, on a la build complète, on s'est juste tapé, ouais. on s'est fait chier une fois et maintenant on a un tar GZ et on l'extrait quoi. Et aujourd'hui je m'en occupe plus trop parce que j'en ai marre. Je veux arrêter Perl.
Et du coup, pourquoi c'est... Enfin, en fait, moi j'ai deux questions. C'est pourquoi ça a été créé Perl? Quel style de développement? Et pourquoi maintenant c'est mort en fait? Bah, bah, déjà, ça a été créé il y a super longtemps, c'est en Ouais, 1900, ouais, clairement. oui, en 87, ça a été créé en 87. Donc déjà, c'est quand même avant plein de trucs, c'est avant Python, c'est avant moi, enfin Perl, c'est énormément là, par exemple, nous c'est utilisé pour du système, enfin énormément utilisé, enfin beaucoup moins qu'avant, enfin c'est rare quand même de croiser du Perl, même en prod, c'est devenu, enfin même les clients maintenant quand tu leur dis Perl, ils font ah non arrêtez, genre tu sais, enfin parce que même eux ils ont plus beaucoup de développeurs en Perl, c'est surtout du Ah ouais, Python, du Java, il n'y a plus enfin d'annonces de recrutement en bah, peur, hein. c'est dur de trouver des développeurs qui font du Perl déjà pour commencer. Mais je pense que c'était énormément utilisé en système. Et puis c'est super puissant en l'air de rien. Enfin, moi j'ai fait un script, j'ai tombé une infrastructure tellement mon script il était puissant, tu vois, avec les threads et tout. Et pour le coup, même les développeurs Python qui étaient sur place, ils me disaient, mais attends, enfin ton truc thread. Enfin pour eux c'était hallucinant de se dire, ah ouais, on pensait pas que Perl c'était. Bah je dis, si, en fait c'est puissant. Perl c'est ultra même au niveau. Par exemple, je fais des expressions régulières. Perl, c'était quand même un des langages, enfin je pense, je me demande si d'ailleurs c'est toujours pas le cas, mais qui a une gestion, c'est lui qui a inventé, tu sais, tous les principes, enfin beaucoup de principes sur des expressions régulières, beaucoup d'optimisation. Donc forcément, bah du coup moi, par exemple, bah moi j'ai fait tomber une infra parce que mon truc il allait traiter les messages beaucoup trop vite et du coup il a dégommé la queue, enfin bref, hein, une histoire. Du coup, parce que les mecs avaient mis trop de traits dans mon script, ils avaient mis 20, du coup ils en ont mis 2 parce que c'était trop rapide. Petite histoire. Mais ouais, c'est ultra puissant et tout. Donc ça, y a pas à discuter là-dessus. Sur ça, même aujourd'hui, tu vois, Perl, c'est un langage. On peut pas dire, ouais, on arrête le Perl parce que Perl, c'est pas puissant. Non. Enfin, Perl, c'est un langage qui est quand même... Bah voilà, il y a quand même eu beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de maturité, tout ça, etc. Mais après, il y a l'aspect aussi... il y a l'aspect CPAN déjà, enfin je veux dire, ça reste quand même aujourd'hui, ça reste compliqué, tu vois, tu prends un Node.js avec un NPM, c'est quand même la vie, enfin je veux dire, tu te prends pas la tête à installer des dépendances, enfin, tout est beaucoup plus simple, même pour, bah, en Perl, vu qu'il y a aussi beaucoup de trucs natifs, c'est des fois un peu compliqué de tout compiler correctement, etc. Moi j'ai beaucoup de, bah, SNMP, tout ça, on a dû compiler plein de trucs, et c'est vrai que enfin, je sais pas, c'est beaucoup. Même en Node.js, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu magique entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de fois, genre le Node.gip, tout ça, il compile un peu tout pour toi sans te prendre la tête, tu vois. Enfin, même sur Windows, ça va, c'est quand même assez simple. Il y a deux, trois trucs à installer, mais dans l'ensemble, c'est simple, je trouve. Enfin, moi, mais je vois mes potes, ils ont balancé deux commandes NPM sur leur PC. Enfin, ils ont pu tout installer en natif, nickel. Donc tu vois dans l'ensemble, enfin on s'en sort sans trop de casse, mais enfin c'est vrai que déjà c'est compliqué de travailler. Tu vois par exemple j'ai travaillé pour Thales, on est dans des environnements sécurisés, on n'a pas internet, on peut, enfin tu vois faut aussi avoir les outils qui vont avec et je pense que Perl c'est un peu vieux, ça matche plus le besoin de production de nos jours, tu vois c'est un peu compliqué de rester aux besoins des productions d'aujourd'hui. Et derrière, au niveau des outils, c'est pareil, tu vois. Enfin, là, je sais pas si tu fais du Perl avec VS Code ou quoi que ce soit d'autre, mais tu sens aussi que j'avais essayé d'installer en plus un truc, il y a un package, il y a des IntelliSense un petit peu là pour Perl, mais c'est pas ultra poussé l'IntelliSense sur Perl. Enfin, tu sens qu'il y a un manque communautaire dans le sens, il y a un manque de support communautaire comme on l'aurait sur la plupart des langages, ce qui fait qu'on va avoir des outils que ce soit des linters ou quoi que ce soit. Et ça, sur Perl, ça manque énormément, c'est très peu poussé, enfin, ça bug énormément, c'est très peu cross-platform. Donc, si tu veux travailler, je te donne un exemple. Moi, je travaille beaucoup, que ce soit sur des Windows ou des Unix, tu vas avoir beaucoup de problèmes de compatibilité. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'à la fin, bah, un développeur, il devient fou, tu vois. Pour lui, Perl, c'est rien que c'est l'enfer, tu vois, parce que bah, tu as très peu d'outils, tu as très peu d'aide. Les erreurs, tu vois, on voit la gestion des erreurs, etc., ou des packages qui vont rendre le truc encore plus compliqué. Donc à la fin, genre moi je vois par exemple pour mes missions, le mec il m'aurait dit, enfin il y aurait eu un SDK Python, je lui ai dit vas-y file-moi Python, tu vois, je préfère me taper Python que Perl quoi. Sincèrement quoi. Et c'est pas le langage en soi-même, tu vois, c'est plus tout ce qui va autour, c'est l'écosystème finalement, tu vois. Tu as l'écosystème Python, tu vois, il y a un écosystème qui est monstrueux, tu vois, donc forcément je vais travailler avec une lib, surtout que par exemple pour une mission, bah moi, tu vois, je m'engage aussi à livrer quelque chose. Bah c'est plus dur de m'engager à être sûr de livrer quelque chose, d'être dans mon besoin en Perl qu'en Python. Tu vois, je me dis en Python,
ah, t'as quand même, enfin, je vais faire des trucs en SQL, machin, c'est des libs qui sont ultra supportés, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais que demain, ta lib, elle disparaît pas, quoi. Sauf qu'en Perl, bah, tu vois, moi, je travaille avec des libs, les trois quarts, elles sont pas maintenues, il y a personne, il y a aucun contributeur, quoi. Donc, si demain, t'as un problème, bah, t'es tout seul, quoi. T'es dans ta merde et faut que tu corriges le problème toi-même, puisque, pour te donner l'info, moi, mes missions, elles sont en obligation de résultat. C'est-à-dire que moi, m'engage à livrer quelque chose en temps, enfin, sur des délais, etc. Si une lib ne marche pas, c'est de ma responsabilité. Donc, je suis obligé d'aller la maintenir, enfin, d'aller la mettre à jour et de corriger le bug moi-même, tu vois. Donc, bah, ce qui fait que, bah, moi, en tout cas, enfin, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai plus envie de faire de Perl dans une prod, c'est que là, sur ma dernière mission, j'ai eu plein de problèmes avec des libs et des libs qui sont plus maintenus, donc bah, j'ai dû me taper les features moi-même ou recoder. Donc bah, c'est impossible, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. C'est une des raisons. Moi, je pense que Perl, ça meurt pour ça, parce que bah, il y a plus ce côté communautaire et soutien, quoi. Après, il y a quand même des projets très importants qui continuent de tourner sur Perl, qui fait que leurs dépendances à eux seront quand même mis à jour ou toujours très actifs, mais ça change pas que le langage dans l'ensemble, les gens en font de moins en moins en production, quoi. Et le code en lui-même, enfin le langage est toujours maintenu encore? Oui, enfin, en tout cas, je sais que, enfin, il y a des patchs qui sont toujours publiés sur la version 5. Enfin, après, faut pas confondre la version 5 et la version 6. Parce que là, Perl 6, ça n'a plus rien à voir, hein. Genre, Perl 5, Perl 6, ça n'a rien à voir. C'est même Ah pas ouais, il y a une version 6. Ouais, il y a une version 6, mais c'est pas les mêmes mecs. Enfin, du moins, tu vois, je sais pas. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, c'est le jour et la nuit, tu vois. Genre, mais t'as bien une version de Perl 6 qui part d'ailleurs super loin, d'ailleurs, qui a beaucoup de choses. Mais ça n'a quasiment plus rien à voir avec Perl 5. Hein. Ils ont mis. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu un langage avec autant de features. Tu vois, genre ils ont des features qui sont. Moi, je voulais presque faire du Perl 6 parce qu'ils ont des features qui sont. Enfin, ça te retourne le cerveau, tu vois. Genre, j'ai jamais vu. Enfin, c'est des features que je n'ai jamais vu dans n'importe quel langage. Les gars, ils t'ont inventé. Enfin, je me dis, ils ont pris Perl, ils se sont dit, on va faire un truc encore plus what the fuck. Et déjà faire les Y une Y minute, c'est assez bien pour se rendre compte de ce qu'elle. Déjà, tu peux déclarer les trucs de 4 ans à 1000 façons, tu vois. Déjà, ça te prend la tête, tu te dis, tu vois, je veux bien 2-3 façons, mais en Perl, ça a toujours été marrant, tu peux faire des trucs. Bon, après, ça a l'air quand même ultra puissant parce que en gros, la Perl 6, en gros, ils ont tout axé sur la métaprogrammation. C'est-à-dire que c'est un langage qui est très puissant sur l'aspect métaprogrammation. Et tu peux redéfinir quasiment tout ce que tu veux. Tu peux redéfinir les fonctions, tu peux un peu comme C, tu peux redéfinir qu'est-ce que fait un plus, etc. Mais tu peux le redéfinir de manière générale. Par exemple, je peux redéfinir le comportement d'un point, d'un plus, etc. Et bon, bah, soit ça part en freestyle, soit c'est cool, mais ils ont plein de trucs. Bon, ça part un peu un switch avec un. Comment on appelle ça? Pattern matching, un petit peu. Bon, c'est intéressant, tu vois, c'est quand même sympa, tu vois. C'est assez marrant aussi, ils ont des redos, tu vois. C'est pour refaire la même itération. Bon, c'est vrai que des fois, ça fait un peu mal à la tête entre tous les symboles qu'ils utilisent. Les unpack, tout ça. Des lambda, c'est vrai que, bah, tu vois, parce que ça, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de lambda en Perl, donc c'était un peu problématique. Là, tu vois, ils ont ajouté. Enfin, sur Perl 6, ils ont ajouté plein de trucs, tu vois. Après, c'est peut-être un peu trop, je trouve, mais. Ils ont des classes aussi maintenant. Il y a des classes, il y a des vraies classes en Perl, tu vois. En Perl 6. Ils ont réinventé le concept, etc. Ils ont refait plein de trucs. Mais c'est vraiment, ça n'a. Bah, d'ailleurs, tu vois, ils ont ajouté maintenant, il y a une vraie gestion des exceptions, il y a une vraie gestion des try-catch. Enfin, en fait, Perl 6, c'est un peu. J'allais dire, c'est même plus Perl, tu vois, en fait. C'est vraiment, ça a tellement monstrueusement changé que. Ouais, c'est vraiment. Je sais plus, il y a un moment. Oui, voilà, c'est ça.
Genre par exemple, ils vont créer des préfixes. Ils vont faire genre, voilà, ils vont créer un préfixe qui s'appelle win, quoi. Genre, ils peuvent faire des postfixes ou des trucs comme ça, quoi. Genre, ils peuvent redéfinir des symboles un peu, faire avec des comportements comme ils veulent. Et tu peux quasiment tout refaire, genre circumfixe, et tu peux définir que quelque chose dans un crochet, par exemple la 5, tu vois, ils vont faire 5 puissance de 5, enfin, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en Perl 6, tu peux en termes de métaprogrammation, tu peux redéfinir quasiment le comportement du langage, quoi, genre c'est intéressant, tu vois, je me dis, tu peux faire, enfin, ça peut donner des choses assez intéressantes et assez marrantes à écrire, quoi, mais ça peut vite partir en dette technique aussi, quoi. Tu peux faire, enfin, tu peux arriver dans un, enfin, tu peux avoir un code Perl 6, tu vois, et arriver dans un autre et qui ne fonctionne, enfin, la métaprogrammation part tellement loin que ça se trouve entre les deux, il n'y a plus rien à voir, quoi. Ça, c'est un peu le côté risqué, quoi. Enfin, voilà. Il existe des frameworks. Des frameworks pour. Bah, sûrement, enfin, dans tous les langages, je pense. Je sais pas, j'en ai pas vu. Genre, là, moi, Perl, mon code legacy, c'est un site internet. Et j'ai pas cherché, du coup, mais est-ce qu'il existerait Si, un framework je pense, j'avais trouvé à l'époque un framework pour un peu un truc genre un peu comme Express. Je pense que tu peux trouver un peu, enfin c'est comme tout quoi. Genre, c'est plutôt un package, genre. Ouais, c'est un package. Ils vont tout faire un peu sous forme de package ou un ensemble de packages. Tu vois, d'ailleurs, pour être marrant, j'avais déjà essayé de commencer à utiliser. Quelqu'un qui avait fait un binding à libUV sur Perl, tu vois. Je voulais m'amuser à l'utiliser. Enfin, après, il suffit de chercher. T'as toujours quelqu'un dans tous les langages qui s'est amusé à faire des petits. À faire des trucs. J'avais réutilisé, pareil, quelqu'un avait fait un event emitter en Perl. Enfin, tu trouveras toujours, enfin, si tu cherches, tu trouveras forcément quelqu'un qui a fait un framework. Enfin, si tu veux faire du web, il y a forcément quelqu'un qui s'est fait cher faire un framework pour faire du web, tu vois. Ça, c'est quelque chose. Après, est-ce qu'il est maintenu? Ah, c'est encore une grande question, tu vois. Genre, après, ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais forcément, je pense que. C'est pas, je pense que tu vois, HTTP. Chercher quoi. Ouais, tu vois, genre bim, on trouve des choses quoi. Bon, après, la syntaxe te donne pas super envie, mais moi personnellement, ça me fait un peu peur. Mais c'est intéressant, tu vois. Enfin, tu fais les get, enfin, c'est somme toute classique quoi. Tu render un template. Après, c'est juste la syntaxe qui est un peu. Ouais, non, mais je demande ça, mais en même temps, on va pas réutiliser un framework vu l'ampleur du site actuel. Mais... autant faire un autre quoi. Ouais, mais non, c'est. Non. On va tout refaire et je sais pas. Enfin voilà. Bon, c'était là, je pense qu'on. Ah oui, putain, on est déjà dessus depuis un moment, en fait, je me rends pas compte, mais. Mais enfin voilà. Je vais arrêter la record ici.